Bonjour, cher maître, chers collègues. Tout d'abord, je tiens à remercier le bureau de la SMN pour m'avoir accordé la chance de présenter le top 3 des céphalées douleurs neuropathiques de l'année 2025. Donc, sans plus tarder, donc on a choisi 3 articles. Un qui traite le sujet de la douleur neuropathique et deux, le domaine des céphalées. Le premier article, c'est Pharmacothérapie and Non-Invasive Neuromodulation for Neuropathic Pain, a Systematic Review and Meta-Analysis, publié en Lancet 2025. Le deuxième, c'est GLP-1 Receptor Agonist in Idiopathic Intracranial Hypertension, publié en JAMA Neurologie 2025. Et le troisième article, The Clinical Outcome of Patients Starting Monoclonal Antibodies Anti-CGRP with Concomitant Migraine Preventive Treatments, publié en Céphalalgia en 2025. Donc, pour le premier article, comme vous savez, la douleur neuropathique, c'est un défi thérapeutique majeur pour les neurologues, que ce soit le neurologue de la ville ou en intra-hospitalier. Et malgré les options qu'on a, qui sont multiples, mais souvent restent peu efficaces. Donc, pour cela, l'étude Lancet Neurologie 2025 du Neuropathic Pain Special Interest Group, qui est un groupe de l'International Association for Study of Pain, a actualisé les recommandations à partir de plusieurs de 300 essais randomisés en intégrant pour la première fois la neuromodulation non invasive au traitement classique. Et donc, on a mis en avant une approche centrée sur le rapport bénéfice-risque, number needed to treat and number needed to harm, sur une prise en charge multimodale et individualisée. Donc, pour les résultats, bien sûr, les antidépresseurs tricycliques restent des traitements de première intention avec une meilleure efficacité, mais on a toujours ce problème de tolérance qui reste deux fois limité, vu les effets anticholinergiques et le risque cardiaque. Les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et noradrénaline ayant un number needed to treat de 7,4 versus 13,3 pour le NNH, ont une efficacité modérée, mais avec un profil plus sûr, particulièrement utile en cas de troubles anxio-dépressifs associés. Les gabapentinoïdes ont une efficacité moyenne, mais avec une très bonne tolérance et qui peut être adaptée aux sujets âgés polymédiqués. Pour la toxine botulique, elle a un meilleur rapport bénéfice-risque et c'est désormais une excellente option pour les douleurs localisées neuropathiques réfractaires. Et par rapport aux opioïdes, donc ils ont une efficacité transitoire bien évidemment, avec un risque élevé vu le problème de tolérance et de dépendance. Et donc on les a gardés en troisième ligne seulement. Pour la stimulation magnétique transcrânienne répétitive, elle a une efficacité comparable aux médicaments majeurs étudiés pour le cortex, le premier motoneurone, et elle est utile en cas de douleur réfractaire. Il y a eu, on a parlé dans cet article des autres techniques, à savoir la stimulation transcrânienne continue, à courant continu, ou le TENS, la stimulation électrique transcutanée des nerfs. Ça n'a pas donné des preuves suffisantes et les résultats étaient hétérogènes. Donc, si on veut schématiser les recommandations du groupe en 2025, les antidépresseurs ainsi que les gabapentinoïdes restent les chefs de file en première ligne. Les traitements topiques, à savoir la capsaïcine patch, la capsaïcine crème et la lidocaïne, sont en deuxième ligne, surtout pour les douleurs neuropathiques localisées. Et pour les interventions avancées, à savoir la toxine botulinéque ou le RTMS, ils sont indiqués en troisième ligne pour les cas réfractaires et à garder en tête pour les opioïdes que ça doit être toujours en usage court. Donc si on fait une analyse comparative entre 2015 et 2025, on voit que c'est toujours identique pour les traitements de première ligne. Le tramadol a été reclassé avec les opioïdes en troisième ligne. Pour la capsaïcine, il y avait des données insuffisantes. Maintenant, elle est en deuxième ligne avec un niveau de recommandation faible. Et pour la neuromodulation qui n'était pas évaluée en 2025, maintenant elle est ajoutée en troisième ligne avec un profil sûr mais avec un niveau de recommandation qui reste faible. Pour la Botox, c'est confirmé. Et pour les antiépileptiques, à savoir le valproate, la motrigine, c'est toujours confirmé contre.
Et par rapport à l'approche aux patients, on a changé la vision de l'approche centrée sur l'efficacité thérapeutique vers une approche shared decision making entre les experts, le médecin traitant et le profil psychosocial du patient. Donc pour cela, la prise en charge de la douleur neuropathique doit être toujours individualisée, au cas par cas, multimodale et orientée vers une décision partagée avec le patient. Et on a ajouté bien sûr le RTMS et bien sûr la toxine pour les cas réfractaires, surtout pour la toxine pour les cas localisés. Passons maintenant au deuxième article, GLP-1 Receptor Agonist in Idiopathic Intracranial Hypertension. Donc cet article s'intéresse à une question très actuelle. Les agonistes du GLP-1 qui sont couramment utilisés en diabétologie et en obésité peuvent-ils améliorer le pronostic de l'hypertension intracrânienne idiopathique? Donc, à partir d'une large cohorte américaine, les auteurs montrent que cette classe pourrait non seulement réduire les céphalées et l'œdème papillaire, mais aussi diminuer le recours au traitement et aux procédures invasives, ce qui la rend une nouvelle piste pour l'hypertension idiopathique. Donc, l'étude repose sur une vaste cohorte rétrospective issue du réseau américain TriNetX, qui est issue de données de 67 centres hospitaliers entre 2025 et 2024. Les auteurs ont identifié 44 000 patients présentant une HTIC idiopathique. Parmi eux, soit 600 patients ont reçu un agoniste du GLP-1, comparé à plus de 43 000. Et après appariement statistique, on a eu deux groupes scindés, et donc chaque groupe 550 patients qui ont reçu le GLP-1 et un groupe de contrôle. Donc pour les résultats, ils montrent un bénéfice clinique net des agonistes du GLP-1 dans l'hypertension intracrânienne. On observe une réduction de 50% des céphalées, l'œdème papillaire de près de 80% et le besoin de procédures invasives comme les shunts ou la chirurgie diminue d'environ 60%. La mortalité également est plus basse, même si cet indicateur reste rare et donc à interpréter avec prudence. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est que les bénéfices surviennent même au-delà sans perte de poids significative, ce qui suggère qu'il y a une régulation probable du liquide cérébrospinal et des mécanismes neuroprotecteurs centraux. Donc, en résumé, il s'agit d'un signal fort d'efficacité au-delà de l'effet métabolique qui était attendu. Donc, sur le plan physiopathologique, l'action des agonistes ne se limite pas à la perte pondérale. Donc, les molécules, ils vont agir directement au niveau du plexus choroïde où il inhibe l'activité de la pompe NA+K+AT-PAT, ce qui pourra induire une diminution de la sécrétion du LCR et donc une baisse mesurable de la pression intracrânienne. Et parallèlement, on observe un effet neuroprotecteur central avec une meilleure régulation métabolique cérébrale qui pourrait contribuer à la réduction des céphalées. Bien sûr, comme toute étude rétrospective, il y a certaines limites. L'étude rétrospective peut donner une confusion résiduelle. Vu qu'on a analysé des dossiers électroniques, ça peut exposer à des biais de codage et de classification. Et les auteurs, ils ont utilisé plusieurs molécules. Donc, l'étude n'a pas été axée sur un seul type une seule molécule. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une nouvelle piste qui est la GLP récepteur agoniste liée à l'obésité. Et là, l'étude a montré qu'il y a une diminution des céphalées, de l'œdème papillaire et le recours aux interventions invasives. En pratique, on va toujours poursuivre les traitements conventionnels avec la perte pondérale et considérer le GLP-1 chez les patients obèses ou en échec thérapeutique. Il y a aussi un point que je veux souligner, qu'il y a des études observationnelles qui ont rapporté une possible association entre les agonistes, particulièrement la sémaglutide, avec les neuropathies optiques ischémiques, mais c'était une alerte clinique. Il n'y a pas une confirmation de l'imputabilité du traitement dans cet effet indésirable. Maintenant, on va passer au clinical outcome of patient starting monoclonal antibodies. Donc, le principe de cette étude est simple. Il y a de nombreux patients qui débutent des traitements tout en gardant leur prophylaxie classique initiale. La question, est-ce qu'on doit la maintenir ou on arrête le traitement préventif standard? Et donc, on a étudié deux groupes. Un groupe qui prend juste les anti-CGRP et un groupe qui prend les anti-CGRP avec les traitements préventifs standards.
avec aussi étudié la déprescription progressive des traitements standards. L'évaluation était sur 1 an, avec une évaluation initiale pour établir les MMD, Migraine Disability Monthly Migraine Days, et comme critère de jugement principal, et des critères secondaires comme l'échelle visuelle analogique, le MIDAS, Migraine Disability Assessment Score, et avec une évaluation à 12 mois. Conclusion, d'accord, rapide. La conclusion, on a trouvé qu'il y a une réduction moyenne de 11 jours, similaire dans les deux groupes, avec un taux de réponse, une réduction de 50% des céphalées à 6 mois, avec un maintien de la même réponse. On a gardé l'association, on a montré que l'association ne porte pas un bénéfice additionnel pour les céphalées et que le maintien des traitements standards était surtout lié aux comorbidités psychiatriques, aux cardiovasculaires que présentait déjà le patient. Et donc, la tolérance est bonne et il n'y a aucun signe vasculaire, ainsi qu'on a montré qu'il y a une déprescription progressive tout au long de l'année, allant de 35% au début de l'étude jusqu'à 20% à T12. Et merci beaucoup. Merci.